Bonjour, objectif 2023, dernier virage, la parole au candidat président de la République. Pour ce numéro, nous recevons pour vous le candidat président de la République, Théodore Ngoyi Ilunga Wa-Ntsenga, à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci. Alors, vous avez été candidat en 2018 et vous l'êtes encore en 2023. Pourquoi? Je suis allé à la Cour constitutionnelle demander l'annulation des résultats et du processus pour irrégularité. On aurait dû m'écouter. On a eu un président irrégulièrement élu et on a eu des activités de gouvernance irrégulières. Aujourd'hui, le pays est toujours dans l'insécurité. La croissance économique est en baisse. Les libertés ne sont pas respectées. L'économie est toujours prise en otage par ce qu'on appelle les entrepreneurs de l'insécurité, qui ont conçu, dans les années 93, l'idée de placer le Congo à l'ombre du génocide rwandais pour l'envahir et exploiter des richesses économiques, dont les ressources essentielles importantes, telles que le columbium tantalum. Nous sommes à la fin d'un mandat du président qui était là. Il dit, voilà, je ne suis pas capable de mettre fin à la destruction. Il s'adresse au magistrat qu'il a nommé, lui magistrat suprême, il dit, la justice élève une nation, mais dans notre pays, la justice détruit la nation. Or, il n'y a pas d'intérêt de la société qui ne soit pas la justice. Il faut donc un homme juste, un homme droit, un homme intègre. En Chiluba, on dit C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est lui qui garde le patrimoine de tout un peuple doit être un homme de bien, un homme droit. Pharaon avait dit à son peuple, où trouverions-nous un homme comme celui-ci en qui réside l'esprit? L'enjeu, c'est l'homme, c'est pas les projets. Mobutu avait les projets paradisiaques, mais où est-ce qu'il nous a amenés? C'est l'homme. Blumenthal disait, c'est un homme du Fonds monétaire international, à l'époque du Zaïre. Il disait, le Zaïre n'a pas un problème économique, c'est un problème de mentalité. Il faut un homme droit, et je suis cet homme-là. Alors, une fois de plus, bienvenue dans Objectif 2023, dernier virage. Merci. Alors, avec vous, nous allons scruter de fond en comble, votre projet de société. Parlons sécurité et groupes armés. La République démocratique du Congo compte actuellement 252 groupes armés locaux, selon le DDRCS. Comment envisagez-vous lutter efficacement contre ces groupes armés et rétablir la sécurité dans les pays? Les groupes armés ont été créés et sont entretenus par les pays qui ont les sociétés dites multinationales. Il fallait accéder à tout prix à nos ressources. Peut-être qu'il faut rappeler qu'à la création fictive par une fiction juridique, si vous voulez, de l'État indépendant du Congo, l'idée à la base, c'est que le Congo est un coffre-fort pour le monde, coffre-fort de ressources. Stanley Morton disait, le Congo est un scandale géologique. Les États qui se sont réunis à Berlin ont décidé qu'il n'y aurait pas de pouvoir souverain sur l'État indépendant du Congo. On a confié à un gardien, Léopold II, qui a commis un génocide pour exploiter le caoutchouc et l'ivoire. Le rapport Roger Kesmet, institué par la House of Commons de la Grande-Bretagne, le rapport Roger Kesmet disait qu'un génocide a été commis
Et il fallait poursuivre Léopold II pour avoir massacré les peuples congolais. Il a préféré céder, parce que c'est ce qu'on voulait. Ce n'était pas tant l'intérêt du peuple victime des génocides, mais l'intérêt des ressources, l'accès aux ressources. Il a donc cédé ce qu'il a appelé ses possessions à la Belgique. Évidemment, la Belgique a mis ces ressources à la disposition des nations, parce qu'ils avaient dit aucun pouvoir n'exercera la souveraineté sur le Congo. No power shall exercise sovereignty over the Congo. C'est dans l'acte général de Berlin. Quand nous arrivons en 1960, Dieu nous donne un homme réellement élu, Lumumba. Et son discours de 1960 traduit un visionnaire en avance sur son temps. Le président américain dit « is a mad dog, as nowhere ». C'est un chien enragé. Il faut l'éliminer. Ben, il a été éliminé. Nous sommes arrivés à Mobutu. On a tout donné à Mobutu. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ce soutien occidental, international? Ben rien. Il est parti. Laurent Désiré Kabila est arrivé dans les bagages des multinationales qui ont instrumentalisé la lutte de ceux qui prétendent être des Banyamulenge. Une création de Guissaro en 1974. Et Laurent Désiré Kabila a refusé d'être une marionnette. Donc, he was supposed to be a puppet. Donc, il était supposé être une marionnette. Il a refusé. Ben, on l'a tué. Et Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Il m'a approché, Joseph Kabila. J'ai refusé les fonctions qu'il m'ait proposées parce que j'estimais que la valeur essentielle pour laquelle moi je me bats et sur les fondements duquel je vais changer le Congo, c'est-à-dire la justice, entendu comme le respect des règles établies ou convenues, cette valeur-là ne pouvait pas, je veux dire, je ne pouvais pas la réaliser en étant ministre ou en exerçant même les fonctions de gouverneur de la Banque centrale, auquel il m'a nommé in fine, mais le décret n'avait pas été lu officiellement. Je n'aurais pas pu faire ce qui est juste. Mais concrètement, quelle serait votre politique pour lutter efficacement contre ces groupes armés? J'y arrive. Même Tshisekedi lui-même, il m'a fait consulter. J'ai toujours posé des conditions. Mettre fin au groupe signifie que l'on comprend d'abord la problématique. La problématique, c'est que c'est des groupes qui sont créés, qui sont entretenus. Il y a des gens qui ont créé ces groupes-là et qui veulent qu'ils perpétuent les non-États. De sorte que, actuellement, le président Tshisekedi, à l'instar du président Joseph Kabila, n'exerce pas l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Il est allé signer des accords étranges qui permettent à d'autres États de s'installer sur notre territoire, mais ça n'a pas mis fin à l'occupation. Au contraire, ça a renforcé l'occupation. Moi, j'y mettrai fin. De quelle manière? Parce que je suis d'abord un homme libre, donc je ne suis pas un candidat au service des sociétés multinationales. Il y a des candidats que l'on a fabriqués et que l'on soutient par la communauté internationale. Moi, je suis d'abord un homme libre. Ma liberté me permettra de prendre des décisions. Vous voyez l'armée congolaise ici. On dit il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Ces militaires que vous voyez sont capables de mettre fin à l'occupation du pays. Il suffit qu'un homme leur communique un nouvel esprit. Et je suis cet homme-là. Je vous rappelle, parce que nous oublions souvent l'histoire nous éclaire à notre avenir, que la force publique, c'est-à-dire l'armée, aujourd'hui congolaise, a mis fin à la guerre, a triomphé, a participé à l'effort de guerre et a fait triompher la Belgique. Et donc, je vais reformer l'armée
Et la réformation de l'armée commence par l'esprit. Et quels seraient les soubassements de l'esprit? Bon, ce sont des valeurs. Les militaires congolais, même les policiers congolais, parce que le militaire doit protéger les territoires, ses frontières, la police doit protéger les citoyens et leurs biens. Mais cette police-là, cette armée est composée de Congolais qui sont placés dans les mêmes conditions des rabaissements, d'humiliation, qui les détournent de l'idée même qu'ils défendent l'idéal républicain, qui défendent leur pays. Je vais leur communiquer, n'est-ce pas, cette idée essentielle de défendre leur pays. Parce que ce sont les militaires ex-zaïrois qui sont allés au Tchad, qui ont été appelés ici et là pour intervenir. Donc ces mêmes militaires. Et ça devra prendre combien de temps pour communiquer cet esprit-là? Non, déjà pour avoir des résultats sur le terrain. Déjà, je vais vous le dire. Dès lors que je suis élu président de la République, dès l'instant où je suis élu président de la République, l'esprit va changer. Parce que c'est un autre esprit qui va commencer à animer les Congolais. Permettez-moi de vous dire que je suis allé participer, comme représentant de la RDC, aux célébrations de 25 ans du lancement du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave, à Cotonou. Donc, je suis passé par le Rwanda. Qu'est-ce que j'ai observé là-bas? C'est l'esprit. L'esprit du professionnalisme, la volonté de bien faire les choses. Et cet esprit-là, il manque aux Congolais. Ils conduisent les Congolais dans l'éducation. Nous détruisons notre éducation parce qu'il n'y a pas l'idéal de justice, l'idéal de bien faire. On détruit tous les secteurs. L'administration détruite parce qu'il n'y a pas cet idéal. Le Congolais n'est pas animé par l'esprit qui consiste à travailler pour sa nation et à comprendre que ce qu'il fait dans la sphère de pouvoir qui lui est donnée, dans la sphère de l'activité qui est la sienne, il est en train de travailler pour l'ensemble du pays. Moi, je vais amener cet esprit-là dès mon élection. Alors, dans ces mêmes chapitres, selon le programme PDDRCS, 14 groupes armés étrangers opèrent dans 5 provinces de l'Est. Quelles sont vos propositions concrètes pour mettre fin à cette situation rapidement? Je viens de vous le dire. Il faut réformer. Il faut réformer l'armée. Je vais le dire. Je vais dire le mot parce que tout le monde dira ça. Mais il faut communiquer un nouvel esprit à l'armée. Il faut communiquer un nouvel esprit à la police. Il faut communiquer un nouvel esprit à la population. Il faut communiquer un nouvel esprit à la jeunesse. Et vous avez un timing pour ça? Non, mais je viens de vous le dire. Nous revenons sur la même chose. Dès mon élection, n'est-ce pas? Je vous dis, madame, dans tous les pays du monde, vous prenez le phénomène Obama, dès que Obama était élu, il y avait un nouvel esprit qui régnait. Malheureusement, c'est dans son agir qu'il a raté le coche à plusieurs égards. Mais ce ne sera pas mon cas. Alors, les ADF ont prêté allégeance à l'État islamique et sont considérés comme un groupe terroriste par les États-Unis d'Amérique. Comment prévoyez-vous éradiquer ces groupes de la République démocratique du Congo? Comme je l'ai dit, ce sont deux groupes créés, financés, économiquement, politiquement, en termes de matériel, de guerre. Où est-ce qu'ils trouvent les armes? Il y a des gens qui leur donnent les armes. Il y a cet aspect diplomatique dont je peux vous parler maintenant, qui est important, parce qu'il faudra parler avec ceux qui arment les groupes ethniques, les groupes armés. Il faut parler avec ceux qui pensent qu'il faut que ce groupe continue à s'aimer la dévastation, le désordre, la mort, pour qu'eux prennent ce qu'ils prennent. Nous allons dialoguer avec tous ceux qui font cela
pour pouvoir leur faire comprendre qu'ils peuvent accéder à nos ressources autrement, d'un point de vue partenariat, gagnant-gagnant. Alors, le FDLR ont été un point de discorde entre Kinshasa et Kigali pendant des décennies. Quelle est votre stratégie pour résoudre ces conflits? Le Rwanda a agressé le Congo déjà à l'entrée de l'AFDL. C'est le Rwanda qui a été armé. Et lorsque la population a commencé à s'unir autour de Mobutu, on est allé chercher Laurent Désiré Kabila. Et Laurent Désiré Kabila a fait un coup d'État, en fait, à Lubumbashi. Mais on n'a pas accepté ça, parce qu'on pensait mettre quelqu'un d'autre, un Rwandais, en fait, à la tête du pays. Le Rwanda est un agresseur. Avec l'Ouganda, ils se sont même échangé, si vous voulez, ils ont amené la guerre à l'intérieur même du Congo. Ils ont combattu à Kisangani, beaucoup de morts. Donc, le prétexte FDLR, nous savons qu'il est venu du génocide lui-même qui a été voulu, encouragé, en provoquant la mort du président Habyarimana et du président burundais qui était dans le même avion. Les déclencheurs du génocide savaient que cet élément serait déclencheur du génocide. À l'ombre du génocide rwandais, on a permis, avec l'accord de Lusaka, au Rwanda, de se saisir d'un prétexte sécuritaire pour venir au Congo. Donc, l'agression va être traitée comme telle. Les Nations Unies reconnaissent que le Rwanda est en train d'utiliser les M23. Nous allons travailler sur le plan diplomatique, mais nous allons aussi travailler sur le plan politique, intérieur. Et pour quel résultat? Nous allons, pardon? Pour quel résultat, à court ou à long terme? Mais est-ce que vous savez que ce qui est important, c'est l'esprit? Nous pouvons amener la guerre au Rwanda s'il échouait. Moi, président de la République, nous ne laisserons pas le Rwanda continuer à se moquer de nous. Croyez-moi. De la sécurité à la diplomatie ou les relations internationales, sous votre présidence, comment envisagez-vous gérer les relations avec les pays voisins de la République démocratique du Congo, tels que le Rwanda et l'Ouganda? Jésus a dit, si l'ennemi est fort, négocie. C'est Jésus qui dit ça. Calcule la dépense. La force du Rwanda ne vient pas du Rwanda, vient de ceux qui utilisent le Rwanda. C'est ça la réalité. Ils utilisent le Rwanda parce qu'ils veulent contrôler le Congo, ils veulent le placer dans cet état de non-état et prendre les ressources, continuer à appauvrir le Congo jusqu'à l'infini. Nous allons travailler avec ces nations, nous allons négocier, pas négocier au rabais les intérêts du Congo. Nous n'allons pas négocier en allant installer les forces étrangères au pays, en faisant appel aux forces d'agression. Vous vous souvenez de Kamere qui a quitté Kabila au motif qu'il avait fait entrer les troupes rwandaises. Mais en réalité, Kamere et le président Kabila avaient signé l'accord de Pretoria qui prévoyait l'entrée de troupes au Congo. Ça, ce sont des négociations au rabais auxquelles je ne procéderai pas. Et vous allez négocier autrement? Mais tout à fait. Et vous estimez que ces négociations, à votre niveau, seraient les meilleures par rapport à ce qu'il y a eu avant? Non, mais attendez, quand vous allez signer des accords, d'abord sans passer par le Parlement, vous décidez que une force contrôle vos terres. Et peut-être les gens oublient que le président sortant, et que nous allons faire sortir pacifiquement, a dit publiquement, il dit, vous n'avez pas besoin de vous battre pour des morceaux de terre. L'EAC va devenir
notre patrie. Mais c'est très grave. Ce sont des négociations au rabais. Quand l'on va s'asseoir avec Kagame, on se permet de recevoir M. Kagame ici, à la suite du décès du président Etienne Tshisekedi, de sa présentation, enfin, la présentation de son corps au stade, on acclame l'agresseur ici. C'est ça la diplomatie au rabais. Je vais parler d'égal à égal avec tous les partenaires de l'insécurité qui sont à l'origine de l'insécurité. Je vais leur parler le langage d'un homme d'État que je suis, un homme libre, qui n'a de compte à rendre à personne. Et vous pensez que ça pourrait ramener la paix? Mais c'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. L'ancien secrétaire d'État américain, qui parle toujours ici sur le Congo, il a dit que Laurent Désiré Kabila était en train de construire pour la première fois la nation congolaise. Laurent Désiré Kabila, sans la Banque mondiale, sans les Fonds monétaires internationaux, pendant 3 ans. Je vais vous donner une anecdote. J'ai vu en 78 l'inauguration de ce que nous appelons boulevard triomphal par le ministre des Travaux publics. C'est un homme intelligent qui est encore vivant, qui a été d'ailleurs un des vice-présidents du Sénat, l'ancien Sénat, en 78. Et quand nous arrivons en 2000, je crois que c'est en 99-2000, en moins de 3 ans, Laurent Désiré Kabila a fait le boulevard triomphal. Inauguré en 78, mais jamais réalisé. Donc, il s'est battu contre des troupes qui occupaient le pays, mais il faisait des œuvres. Et on l'a tué. Moi, on ne me tuera pas. Le Seigneur sera avec moi. Très bien. Un autre point, c'est la diversification économique. Pour stimuler la croissance économique, comment prévoyez-vous diversifier l'économie congolaise au-delà de l'exploitation des ressources naturelles, notamment l'agriculture, la technologie ou encore le tourisme? Pour réaliser tout cela, il faut d'abord rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire, rétablir l'État, protéger son patrimoine, protéger son intégrité territoriale, rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, contrôler les ressources. Or, notre économie est une économie qui est prise en otage par la guerre qui nous a été imposée. La guerre congolaise, c'est une guerre économique. On nous empêche d'avoir le contrôle de l'essentiel de nos ressources à ce jour pour pouvoir construire des projets économiques. Il faut d'abord libérer ces ressources. Il faut mettre fin à l'occupation. Il faut mettre fin à la guerre. Il faut rétablir l'autorité de l'État. Et aussi, pendant que nous sommes en train de faire cela, il faut mettre fin à la gabegie financière. En 5 ans, le budget de l'État, qui est déficitaire aujourd'hui, il n'y a pas de croissance, la croissance est en baisse. Le budget de l'État a été affecté en grande partie à quelles activités? Au voyage du président de la République. C'est combien d'argent qui a été englouti dans les différents voyages du président de la République? Le budget de l'État a été englouti dans quoi? Dans les poches des gens. J'apprends, sauf si je m'abuse, que les jeux de la francophonie ont fait disparaître plus de 300 millions. Vous pouvez me donner les chiffres exacts, vous êtes journaliste. Combien d'argent a été dépensé? Je suis le président de la République qui va mettre fin à cette gabegie financière et qui va rendre aux Congolais tout cet argent qui est dans les poches des gens. Il y a des gens qui n'avaient pas grand-chose
au début du mandat de Tshisekedi, même au début du mandat de Joseph Kabila. Qu'est-ce que le président Joseph Kabila avait quand il est devenu président de la République? Qu'est-ce qu'il a à la fin de ses 18 ans de gouvernance? Il est le propriétaire de Kingakati et de beaucoup d'autres choses. Tshisekedi, qu'est-ce qu'il avait quand il est devenu président de la République en 2018? Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous avez maintenant, avant de devenir président de la République? Voilà, je suis professeur d'université, n'est-ce pas? Donc j'ai un salaire, je suis professeur ordinaire à l'université. Je suis avocat, donc je gagne ma vie comme avocat. Et donc, j'ai un patrimoine. Je suis propriétaire d'une maison au cœur de la Gombe. Je suis propriétaire aussi ailleurs. Et tous mes avoirs peuvent être tracés. On peut trouver où est-ce que j'ai eu l'argent, comment je l'ai eu et comment j'ai pu acquérir. Mais ce n'est pas le cas de tous les candidats que vous voyez, surtout ceux qui vont dépenser des millions pour attirer les foules. Voilà, j'ai l'intégrité de cœur, j'ai la droiture de cœur, j'ai le courage. Laissez-moi vous donner deux petites anecdotes. Je suis élu commandant pionnier à l'Institut Ouezo, dans le complexe Kiwele, à Lubumbashi. J'étais élève. J'allais à pied de la Katoba au lycée Kiwele, qui est situé en ville, à peu près 15 km. On affiche l'information, il faut être ancien pour être candidat. Des amis m'ont découragé, m'ont critiqué. Je suis allé au secrétariat, j'ai dit, pourquoi pensez-vous qu'il suffit d'être ancien pour garantir l'efficacité de l'exercice du mandat du président qui sera élu? Le préfet Banza Kalumba était dans son bureau. Il dit, quel est cet élève qui parle si bien le français? Il a décidé exceptionnellement que je sois sur la liste des candidats. J'ai été élu. Jusqu'à aujourd'hui, mes camarades se souviennent de moi. Et vous savez ce que j'ai fait? Nous souffrions beaucoup pour aller du lycée jusqu'à l'arrêt de bus. Et puis moi en particulier, j'allais à pied. J'ai vu un grand bus, un très beau bus, qu'on appelait Retour des Cabos. J'ai négocié, j'ai expliqué aux élèves, nous étions à peu près 2000 ou un peu plus. Ils ont accepté de payer mensuellement et à moitié prix. Et les bus venaient dans l'enclos prendre les élèves à moitié prix sur une longue distance qui valait peut-être, mettons aujourd'hui, 1000 francs, et ils payaient 200 francs pour un projet, plutôt un trajet beaucoup plus long que celui-là. Et c'est un avocat, un confrère, qui est venu me le rappeler aujourd'hui. Il dit, ça a marqué les gens. Deuxième anecdote. Je suis chef du département de droit public de la faculté de droit de l'Université pédagogique nationale. Après la remise et reprise, je me suis demandé où j'allais installer le bureau. Parce qu'en fait, le bureau, c'était une petite salle exiguë pour 3 départements. Et j'avais des secrétaires, on me les a présentés, et elles m'ont dit qu'elles s'asseyaient sur une chaise à tour de rôle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au président de la PUPEN, l'association des professeurs, si on pouvait accepter de sous-loger les départements. Parce que avant, moi, il y avait l'ancien doyen qui occupait une petite salle. On m'a donné 2 salles. J'ai dit, en retour, je vais faire des travaux ici pour que nous ayons des toilettes. Parce qu'il y avait des toilettes. Et j'ai trouvé, madame, chez les professeurs, c'était affiché en lingala. Ce qui m'a été kosumbaté. Bon. Et je suis entré dans les toilettes, c'était tellement exigu que lorsqu'on s'asseyait, n'est-ce pas, sur la cuve, sans lunettes, hein,
sans lunettes. Les lunettes, c'est cette partie de la cuve sur laquelle on s'assoit. Les pieds étaient dehors, la porte ouverte, et il fallait claquer les mains pour signaler sa présence. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé, tout simplement, d'utiliser mes propres moyens. J'ai fait des toilettes modernes, là-bas, où il y a des carreaux. J'ai fait installer un système d'hydrophore qui fait monter de l'eau. Au lieu que le professeur aille puiser de l'eau, n'est-ce pas, dans un tonneau, il n'a qu'à appuyer, n'est-ce pas? Et puis, j'ai fait mettre les chatafs. Vous connaissez les chatafs? J'ai fait mettre les miroirs, j'ai fait mettre des urinoirs, et j'ai fait mettre la peinture, j'ai fait mettre des stores, etc. Et quand quelqu'un arrive là-bas, surtout les collègues qui viennent de l'Europe, ils disent, mais quand on entre ici, on est comme en Europe. Maintenant, il faut entretenir les lieux. Ça, c'est pas mon travail. Et donc, je vous ai donné ces anecdotes pour vous dire tout simplement que ce que j'ai, c'est plus important que l'argent que les autres font valoir ou les relations avec la prétendue communauté internationale. Ce que j'ai, c'est l'intégrité des cœurs, c'est la droiture. Et moi, je n'ai pas besoin d'aller chercher l'argent comme président de la République. Parce que Dieu m'a appris par mon père à vivre avec ce que j'ai. C'est ça la grande différence avec tous les candidats présidents de la République. Mon père me disait, ne laisse pas les gens dire de toi que tu es un voleur, un homme malhonnête. Non. Si on dit que tu es malhonnête, que ce soit faux. Mais que les gens disent que tu es pauvre, c'est pas grave. Tu ne seras pas toujours pauvre dans ta vie. Et il ajoutera, dans ma langue, l'honneur et la dignité ne se monnaient pas. Et plus tard, le préfet, Moué Pouchamboui, qui était des études quand j'étais élève, qui est devenu préfet après, me dira la même chose. Monsieur, à l'époque, on disait citoyen, citoyen Théodore, citoyen Ngoï, l'honneur et la dignité ne se monnaient pas. Donc, ce que j'ai, je l'ai gagné en travaillant. Tout ce que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Et donc, et ça c'est très important parce que je vais arriver là pour prendre le contrôle, n'est-ce pas, de l'argent des contribuables congolais et le leur retourner sous forme d'emploi, sous forme de salaire, qui n'ont pas aujourd'hui, même les professeurs que je suis. Je vais le leur retourner sous forme d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, sous forme de routes, de grandes routes. Justement, vous parlez de l'agriculture. Il faut des routes, des dessertes agricoles. Il faut désenclaver le pays. Parce que voyez-vous, madame, quand j'étais candidat gouverneur du Katanga, j'ai dit aux députés, j'ai dit, ne mettez pas, ne choisissez pas un commerçant. Il va venir faire le commerce ici. Mais moi, je vais prendre l'argent qui vient du Sud, grâce aux ressources, pour faire les routes. Je vais relancer la voie ferroviaire, les voies fluviales, les voies maritimes, les voies routières, pour évacuer les produits. Quand vous partez de Lubumbashi vers Kalemi, vous traversez des contrées qui ont toutes sortes de richesses. Vous voyez des mangues qui pourrissent. Vous voyez toutes sortes de fruits qui pourrissent parce qu'on ne sait pas les évacuer. On ne sait pas les vendre. Nous avons les poissons qui pourrissent dans le lac Tanganyika, le deuxième en profondeur dans le monde. Il y a au moins 12 couches de poissons. Jusque-là, on n'a exploité qu'une seule couche. Les poissons meurent. Nous avons besoin de connecter le Congo dans son ensemble et de pouvoir non seulement évacuer les différentes ressources naturelles que nous avons. Comment vous allez connecter le Congo dans son ensemble? Mais je venais de vous dire, il faut de l'argent. Et l'argent, il est détourné dans les poches des gens. Les prédateurs nationaux et internationaux s'entendent. Vous savez, la communauté internationale voudrait voir un dirigeant qui va perpétuer la misère du Congo. C'est-à-dire un dirigeant qui va leur donner accès à nos ressources totalement. Ils ne veulent pas des dirigeants comme moi, mais je demande au peuple... Parce que vous dites, vous êtes intègre. Oui, parce que, en ce qui me concerne, moi, je vais, comme je l'ai dit, prendre l'argent qui est utilisé
dans les poches des gens, par les prédateurs nationaux associés aux prédateurs internationaux, je vais utiliser ça pour créer les routes. Je vais faire les routes qui vont désenclaver le pays, mais qui vont aller... Je vais vous dire, madame, j'ai parlé avec des agents de la Régie des eaux. Ils m'ont dit, mais professeur, il vous suffit, pour réaliser ce que vous dites là, il faut que vous arriviez à décider que l'eau soit gratuite. J'ai dit oui, je le ferai. Parce que nous allons mettre de l'eau, avec tout l'argent que l'on dilapide, nous allons donner l'accès à l'eau à la maman qui est au village là. Avant qu'on ne vienne construire des maisons durables, on va aller dans les maisons, le sono là, avec le sono, vous voyez la paille, on lui met de l'eau là, dans sa maison. Il est dans sa maison d'un sono, mais il a de l'eau. Parce que l'eau est là, dans la rivière, elle coule. Mais on ne sait pas la lui apporter, la lui amener de manière pure. Et comment y arriver? Mais c'est l'argent, justement. C'est le budget qui est détourné. C'est l'argent qui va dans les poches. Mais regardez, tous ceux qui ont été politiciens sont devenus riches au Congo. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Mais c'est clair. Et puis, au temps de Tshisekedi, c'est devenu encore plus évident. Des gens qui n'avaient pas de vélo, ben on les retrouve avec 4 maisons, 5, 10, 20, 50. Parce que, justement, il n'y a pas quelqu'un qui puisse assurer le respect des règles dans la gestion macroéconomique. Quand Joseph Kabila m'a appelé dans son bureau, je crois que c'était le 29 mars 2003, ou le 27 mars, comme ça, 2003, il me dit, m'appelle tout le matin dans son bureau. Il me dit qu'il veut me nommer gouverneur de la Banque centrale. Parce que je suis un ancien de la Banque centrale. J'ai travaillé à la Banque centrale, j'ai été même secrétaire du conseil d'administration. Et je réclame d'ailleurs d'être rétabli dans la banque. Joseph Kabila ne m'a pas rétabli, Tshisekedi non plus. Je me rétablirai moi-même quand je serai président de la République. Alors, il m'a dit, voilà, je veux que tu diriges la Banque centrale. Je lui ai dit, Excellence, Monsieur le président de la République, si vous voulez vraiment moraliser la gestion du cadre macroéconomique, je suis votre homme. Je vais citer Matata Pogno, qui est candidat comme moi. C'est mon collègue à la Banque centrale. Nous sommes connus à la Banque centrale. Je crois, jusqu'au moment où il est devenu responsable du BCECO, il était chef de service ou chef de bureau à la Banque centrale. On se connaît. Mais aujourd'hui, c'est un homme riche, non? Où est-ce qu'il a trouvé toute cette richesse-là? Vous en avez beaucoup d'autres. Je les cite, lui, parce que c'est mon collègue à la Banque centrale. Un homme qui était intelligent. Mais comment est-il devenu riche? Tous ceux qui exercent le pouvoir deviennent riches. Alors, vous savez, la corruption a entravé le développement économique en République démocratique du Congo. Quelles mesures spécifiques prendrez-vous pour lutter contre la corruption, améliorer la transparence et renforcer l'état des droits? La justice. Vous parlez de l'état des droits. Quels sont les éléments constitutifs de l'état des droits? C'est la légalité, le respect de la légalité, la démocratie sont là les éléments principaux de l'état des droits. Le respect de la démocratie, le respect des règles établies, le respect des droits de l'homme. Il suffit aujourd'hui que l'on respecte les règles établies. Déjà, quand on vote les budgets, il y a une loi qui est votée, qui est promulguée, mais on ne respecte pas les règles déjà établies. Mais c'est normal. Comment faire respecter On ne respecte pas les règles de passation des marchés. Mais je vous l'ai dit, il faut faire appliquer les sanctions. Le droit pénal a pour but de faire respecter les interdits. J'enseigne à l'université que le droit pénal, c'est le droit des interdits. Le code pénal, c'est le code des interdits sous la menace de la sanction pour protéger les valeurs fondamentales de chaque État. Chez nous, c'est l'impunité. D'abord, il y a des gens dont on dit qu'ils ont détourné, mais ces mêmes personnes-là sont peut-être arrêtées, irrégulièrement d'ailleurs, sans le respect de leurs droits, et ensuite, ils sont innocentés. Il y a des gens qui ont commis des petits crimes,
Mais ce sont ces gens-là que l'on expose à la télévision et que l'on amène en prison. Moi, je vais faire respecter le droit. Je disais à mes étudiants hier, j'allais clôturer un cours, et ils voulaient m'applaudir. Je leur ai dit, mais je n'ai pas besoin de vos applaudissements parce que dans la plupart des cas, ils sont faux. Il y a des discours qu'ils font à la fin pour dire, monsieur, vous nous avez enseigné. J'ai dit, moi, je n'ai pas besoin de vos applaudissements. Moi, je n'ai pas besoin que vous m'aimiez. Si vous me détestez même, ça ne me dira rien. Parce que je ne vous favoriserai jamais. Vous recevrez ce que vous méritez. Donner à chacun ce qu'il mérite selon les règles établies, c'est difficile dans ces pays. Le respect des règles, le non-respect des règles, c'est ça la cause de nos souffrances ici. Les mentalités. Nous n'avons pas la culture du respect des règles. Vous êtes sur la route, vous voyez un feu rouge. Vous ne vous arrêtez pas. Et vous pensez que vous avez le droit de le faire. C'est une culture terrible. Nous étions à Sun City. Dans le bus, nous participions au dialogue des Congolais. Dans le bus, les Congolais s'étonnaient du fait que les chauffeurs sud-africains s'arrêtaient au feu rouge alors qu'il n'y avait pas de véhicules en sens inverse. Et ils s'arrêtaient pourquoi? Parce qu'il y a un feu rouge. Il faut s'arrêter et attendre le feu vert. Le Congolais n'a pas ça. Mais madame, regardez la route congolaise aujourd'hui sous Tshisekedi. Mais vous conduisez avec le risque d'un accident à gauche, à droite, derrière vous ou devant vous. Parce que vous avez des motos. Dans d'autres pays, il y a des motos, il y a des vélos, mais il y a des règles établies. Les motards, les cyclistes savent qu'il y a un endroit où ils ne peuvent pas passer. Mais nous voyons les sauts des motos ici. Nous voyons des motos qui montent. Et pourtant, je crois que c'est un passage interdit aux conducteurs des motos. Le problème de non-respect des règles dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la gestion de notre monnaie, de la protection de notre monnaie, dans l'administration de la Banque centrale, qui est le caissier de l'État, et qui est chargé de contrôler les crédits, de contrôler la masse monétaire en circulation pour pouvoir contrôler le taux d'échange. Parce qu'il faut contrôler la monnaie, il faut valoriser, surveiller la monnaie pour assurer sa valeur externe et sa valeur interne. Mais si vous ne respectez pas toutes les règles qui sont établies, ben vous allez connaître l'inflation, vous allez connaître toute cette difficulté que nous connaissons sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, etc. Donc, le respect des règles. Je suis l'homme et le seul que Dieu a fait souffrir pour me donner un cœur, pour faire de moi, comme il a dit à Jérémie, j'ai fait de toi une ville forte. J'ai fait de toi une colonne de fer, un mur d'airain pour t'opposer aux sacrificateurs et même au peuple. Parce qu'il faudra, pour changer le pays, s'opposer même au peuple congolais. Le peuple congolais qui est habitué à la facilité, qui est habitué à obtenir par des voies détournées. Le peuple qui pense qu'il peut utiliser un véhicule en état de ne pas rouler, mais il faut qu'il roule. Donc il y aura pendant un temps, n'est-ce pas, le rejet même de la population. Moi, je voudrais vous dire à vous, peuple congolais, que vous avez besoin d'un homme comme moi. Un homme que Dieu a humilié, a rabaissé, a fait souffrir, pour me préparer à lutter contre les antivaleurs qui détruisent notre pays, afin de vous donner la liberté à laquelle vous aspirez avec raison, pour vous donner la dignité dont vous êtes privé. Parce que quand on n'a pas un emploi, on est privé de dignité. Ou quand on en a un, mais qu'on est mal payé, on est privé de dignité. Quand on peut être arrêté sans respect des règles constitutionnelles, on n'a pas de dignité. Alors, comment comptez-vous gérer les contrats entre la République démocratique du Congo et les groupes d'entreprises chinoises, notamment ceux connus sous le nom de contrats chinois?
C'est encore ce que je disais tout à l'heure, des négociations au rabais qui ont conduit à cela. Il faudra, dans le respect des engagements internationaux, parce qu'il faut toujours savoir que les relations internationales sont gouvernées par le pacte, hein, le respect des règles, la bonne foi. Nous allons, dans le respect de la bonne foi, renégocier la plupart des contrats pour pouvoir obtenir l'avantage qui convient, qui revient à la République. Nous n'allons pas seulement négocier d'un point de vue économique, financier et technique, mais il y a aussi le point de vue de l'emploi. Vous savez que l'emploi du Congolais n'est pas protégé. Non seulement il n'est pas protégé en amont et en aval, mais il n'est pas rémunéré comme il se doit. Il y a des Chinois qui pensent qu'ils ont le droit de maltraiter des Congolais, de frapper des Congolais, et il y a des Congolais qu'on utilise pour fouetter les autres Congolais. Non, nous allons mettre fin à tout ça, madame. Alors, le coltan est essentiel à l'industrie de la téléphonie mobile, mais ces recettes ne sont pas correctement représentées dans les revenus publics. Quelle sera votre stratégie pour remédier à cette situation? Bon, évidemment qu'il faut d'abord, comme je l'ai dit, nous revenons à ces points essentiels. Il faut mettre fin à l'occupation et au contrôle de nos ressources par les groupes armés utilisés, ou les groupes armés au service des sociétés multinationales et de ces pays, de ces puissances qui vivent à notre détriment. Le coltan est exploité par le Rwanda. Le Rwanda a même fait construire une usine, je crois, qui doit travailler sur le coltan. Le Rwanda exploite le gaz méthane sur la Kivu. Tout cela demande que Dieu nous aide, une fois élus. Et ici, je voudrais vraiment attirer l'attention des Congolais, l'enjeu de l'élection. Ne kopata muntu mzuri. Hein? Kozwa muntu malamu. Des enjeux. Faites très attention. Beaucoup de gens ont belé, bakoya, bazana bongo, mais tout ça na bongo te. Bakoya, bakosa ba discours. Yé bakaka ke soki mboka ekokaki kobonga na ba projet de société linga kobonga. Et mais bonga te mobutu asala projet de société eleki ba projet ebele. Mais bonga ka te pa mutu azaki wana, azaki mutu mabe. Ngana za mutu malamu. Mbongo bayibaka bino na kozongisela bino. Mbongo bayibaka bino na kopesa bino yango na forme ya nzela ya malamu, na forme ya bandako, logement social pe kozala, forme ya kotonga ba école, forme ya kosala banzela, forme ya kopesa bino misala na ba salaire esengeli. Nyonso wana tokosola yango soki sikoyo bo comprendre que l'enjeu maintenant ezali mutu malamu. Naza le seul Congolais oyo ba président oyo ba leka na oyo azoleka parce qu'il faut azoleka to pesa lisusu 5 ans na président oyo alobi ke na lembi donc mokumba eza elekeli ngai bande ko boyoka mboka ezo beba justice ezo bebisa mboka ye magistrat suprême bo to longola ye azokende bango nyonso balingai basala na ngai mais naza ko boya pona ni na ko ko za la liberté te ya kosala ce qui est juste. Maintenant, bino bo pesanga liberté wana. Bo tianga président de la République. Nzambe akokotisa kimia na mboka. Tokobanda. Musala ekobanda. Alors, comment comptez-vous aborder les défis économiques actuels tels que l'inflation, la volatilité du taux d'échange et la dette publique croissante pour assurer la stabilité financière du pays? C'est toujours ce que je disais, cette gabegie financière à laquelle il faut mettre fin. La masse monétaire en circulation n'est pas sous contrôle. La Banque centrale qui devrait utiliser les taux directeurs, qui devrait utiliser les réserves obligatoires à imposer aux banques
privé qui devait contrôler les crédits, qui doit en tout temps veiller sur la masse monétaire en circulation, ne joue pas son rôle. Donc, il faut mettre des hommes compétents à la tête du pays et il faut créer le contexte à la fois spirituel, intellectuel, moral, technique qui permet le contrôle des prix sur les marchés. On ne contrôle pas les prix. Si vous entrez dans les différentes alimentations, chacun fixe les prix. Parfois, les prix, il faut aller se référer au numéro. Il n'y a pas une gestion macroéconomique, en réalité, à notre pays. Donc, vous allez proposer quoi? Non, mais je viens de vous dire, il faut d'abord mettre fin à la corruption, il faut mettre fin à la gabegie financière, il faut mettre fin aux dépenses déséquilibrées de l'État. Il faut que la Banque centrale, le caissier de l'État, joue son rôle. Il faut que le ministère des Finances joue son rôle dans les limites qui sont fixées. Il faut que le Parlement joue son rôle de contrôle. Il faut que la Cour des comptes joue son rôle. Tous ces mécanismes de contrôle financier, économique, doivent être à l'œuvre dans le respect des règles établies. Mais comment veiller à ces mécanismes de contrôle pour que tout aille bien? Mais je vous ai dit, est-ce qu'il y a eu des détournements? Est-ce qu'il y a eu la corruption? Qui a été sanctionné? Vous pouvez me citer quelqu'un qui a été sanctionné? L'IGF a déjà établi qu'il y a eu, n'est-ce pas, gabegie financière ici ou là. Mais qui a été sanctionné? Il faut la sanction. Il faut un nouvel esprit. Je vais vous dire encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu vient montrer à Pharaon qu'il y aura 7 ans d'abondance, suivi de 7 ans de famine. Et Joseph vient lui expliquer les songes et il lui dit, choisis un homme qui va gérer ça. Il n'a pas dit, il nous faut un économiste. Il n'a pas dit, mais monsieur, faites venir les grands économistes. Vous savez, l'Égypte, c'est la sagesse millénaire. C'est le berceau des sciences, le berceau de la philosophie, l'antériorité de l'homme noir, vous connaissez. Les pyramides qui étonnent le monde jusqu'à aujourd'hui, c'est là-bas. Mais voici ce que dit ce pharaon-là, à la tête de cet État-là, de ce pays-là. Il dit, où trouverions-nous un homme comme celui-ci, en qui réside l'esprit, pour gérer économiquement l'abondance, afin de préserver le pays contre la famine? Voilà ce qu'il faut. C'est l'esprit. C'est ce que je vous disais. L'esprit du respect des règles. L'esprit du respect du bien public. L'esprit du respect de l'intérêt général. L'esprit de la sanction. Il faut que quelqu'un qui s'assoit, comme je suis assis ici, votre fauteuil ici, que je sache que c'est un fauteuil que j'ai trouvé en bon état. Il faut que je le laisse en bon état. Quand j'entre dans une toilette, je dois m'assurer que l'endroit que j'ai trouvé propre reste propre après moi. Il faut que les gens sachent que lorsque ils deviennent président de la République, il n'est pas le propriétaire de l'État, il n'est pas le propriétaire de la caisse de l'État, du trésor public. Il est le gestionnaire, il est l'administrateur. Il doit rendre des comptes. Il doit s'assurer que l'argent des contribuables ne va pas dans les poches de quelqu'un, au niveau interne ou au niveau international. C'est l'esprit. Alors, quelles mesures spécifiques envisagez-vous pour promouvoir l'investissement étranger et stimuler la croissance économique, en particulier dans des secteurs tels que l'exploitation minière, l'agriculture et l'industrie? Je vais vous dire, parlons un peu de l'agriculture. Bukangalonzo, investissement des millions à Bukangalonzo pour faire l'agriculture. Nous n'avons pas des résultats palpables, parlants aujourd'hui. Mais a-t-on besoin au Congo d'acheter des engrais? Dans ma propriété ici à la Gombe, j'ai mangé
les feuilles de manioc. J'ai mangé les manioc. J'ai mangé les feuilles de patates. J'ai mangé les patates douces. Là-bas. Je n'ai pas planté. Il suffit que vous laissiez tomber un grain. Le Congo, tout entier ici, peut nous rapporter beaucoup sur le plan de l'agriculture. Mais surtout, il y a des paysans qui, jusqu'à aujourd'hui, produisent. Il faut investir dans ces paysans-là. Il faut donner les moyens aux pêcheurs. Il faut donner les moyens aux cultivateurs. Ne parlons pas seulement de l'investisseur étranger qui, lui, ne vient chercher que son intérêt personnel. Parlons aussi des investisseurs congolais, des paysans que vous voyez là, qui produisent du manioc, qui produisent des patates, qui produisent des bananes, qui produisent du makemba. Nous mangeons ici au Congo le riz de Bumba. Mais allez dans les alimentations, vous trouvez que le riz. Le riz de Philippines ou de Tahiti ou de je ne sais où. Nous mangeons des pommes qui viennent de l'étranger, alors que nous avons des pommes des pays. Il faut financer. L'investissement d'abord mais c'est ce que je dis. Mais il faut financer l'activité locale. Il faut investir dans les budgets, il faut prévoir les moyens qui permettent d'évacuer ces produits. Et je vous ai dit qu'il faut faire des routes. Il ne faut pas seulement faire des routes, il faut donner un nouvel esprit, aller voir ces paysans-là, leur dire, vous qui pêchez les poissons, votre poisson. Moi, je suis ce qu'on appelle moi là-bas. Hein? Pas ma mère. Donc, j'essaie, vous savez, on dit écoutez que là. C'est-à-dire aller sur un lac, rester là-bas des années pour attraper les poissons. Dans la pirogue, avec les comment on appelle les maquila. Les filets, mais dans notre langue, c'est Bukonde. Hein? Avec ça, vous allez vous attrapez les poissons. Ils sont nombreux. Moi, quand j'étais petit, j'ai vu des commerçants venir du Sénégal, venir acheter à Boukama le poisson salé et aller les vendre. Le poisson allait jusqu'à Mboujima, et de Mboujima, il allait ailleurs. Si nous commençons par donner les moyens et valoriser ces gens-là sur l'ensemble du territoire, nous aurons déjà résolu en partie les problèmes de notre alimentation. C'est ce que vous ferez? Mais je le ferai, certainement, je le ferai, sans mépriser ou négliger les investisseurs internationaux. Nous allons veiller à ce que le cadre légal des investissements ne permette pas aux investisseurs de venir, de gagner de l'argent sans nous en faire gagner à notre tour. Alors, en santé, la malaria reste un problème majeur en République démocratique du Congo. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour intensifier les efforts de prévention, de diagnostic et de traitement de la malaria au cours de 5 prochaines années? J'ai parlé tout à l'heure de l'accès aux structures de santé. Il n'y a pas de structures de santé à l'intérieur du pays. Là où se trouvent les foyers de la malaria. Il n'y en a pas. Il y a des médecins qui font les interventions chirurgicales avec des lames de rasoir. J'ai déjà dit aux médecins, je voudrais les leur dire encore aujourd'hui, pour avoir vécu 4 ans en exil forcé, lorsqu'on a incendié ma propriété, au motif que je ne soutenais pas Joseph Kabila, j'ai été forcé de vivre en Angleterre. J'ai vu les médecins anglais. Mais vous arrivez, ce qu'on appelle les GP, les médecins généralistes, General Physician. Donc vous arrivez, il est sur l'ordinateur. Vous parlez, il regarde sur l'ordinateur et vous prescrit les médicaments. Mais tandis que nos médecins congolais ici, ils n'ont pas tout ça. Mais ils appliquent ce qu'ils ont appris à l'école. Les médecins en général, il y a des médecins corrompus, bien sûr, etc. Il y a des médecins incompétents. Mais en général, ces médecins sauvent des vies sans moyens. Nous allons leur donner des moyens. Nous allons créer les structures sanitaires bien modernes et nous allons valoriser notre pharmacologie. Madame, les médicaments, le meilleur dans le monde contre la malaria, c'est au Kivu ici, la pharmakina.
Nous avons une société de fabrication des médicaments que l'on néglige. Donc voilà, nous allons donner des moyens à nos structures qui existent. Nous allons en créer d'autres. Et nous allons évidemment travailler dans la prévention. La prévention consiste aussi à faire ce qui se faisait à l'époque. Nous voyions à notre époque, ce n'étaient pas nos parents, c'était des services d'hygiène qui venaient avec des pompes. On pompait des produits dans les maisons, dans les quartiers, des services d'hygiène qui ne fonctionnent pas jusqu'à aujourd'hui. Nous allons mettre ça. Moi, je me souviens, à notre époque, on avait des services de ramassage d'immondices. Dans nos quartiers à Lakato, moi j'ai grandi à Lakatouba, enfant des pauvres. Et je suis heureux d'avoir eu ses parents et d'avoir vécu dans la pauvreté. Parce qu'on m'a appris qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Comme David disait à Salomon, sois un homme. Je suis devenu un vrai homme. Un homme qui ne dépend pas des circonstances négatives. Un homme qui croit. Christ en moi l'espérance de la gloire. Et c'est avec ça, dans cet esprit-là, c'est Jésus que je vais invoquer le jour de ma prestation de serment. Parce qu'il y en a qui invoquent d'autres esprits le jour de leur prestation de serment. Moi, je vais invoquer celui qui vit au siècle des siècles. Alors, et nous allons ensemble travailler à en environnement, comment envisagez-vous promouvoir la protection de l'environnement et le développement durable en République démocratique du Congo, compte tenu de son patrimoine naturel unique? Vous posez cette question alors que je viens de clôturer la journée scientifique sur le droit de l'environnement à la faculté de droit de l'Université pédagogique nationale, où je suis professeur et chef, je suis professeur ordinaire et chef du département de droit public. Nous avons eu cette journée et nous avons dit justement qu'il faut vulgariser tout le droit de l'environnement. Parce qu'il y a les règles qui sont établies pour protéger la biodiversité, pour protéger l'eau, pour protéger la forêt, pour protéger la faune, la flore, etc., pour protéger les réserves qui sont occupées. D'ailleurs, au moment où je parle, le président que je vais remplacer, le président sortant, l'a même dénoncé dernièrement à la réunion de 3 bassins, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Ce n'est pas... Hein, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Il a dénoncé l'occupation d'une de nos réserves par le Rwanda. L'on présente même parfois des parties du Congo comme faisant partie du Rwanda, aux touristes. Quand on dit visite Rwanda, mais en fait, c'est le Congo. Et donc, voilà, nous allons travailler sur la vulgarisation de tout ce qui concerne l'environnement. Quand j'ai terminé l'exposé de la journée scientifique, j'ai dit aux élèves, plutôt aux étudiants, en droit, puisque nous allons sortir les premiers licenciés en droit cette année ici, je leur ai dit, mais regardez l'acte que vous posez, c'est un acte anti-environnemental. Vous venez avec des bouteilles en plastique, vous buvez de l'eau ici, et vous laissez. Encore que d'abord, j'interdis aux étudiants de boire de l'eau, de boire des boissons sucrées pendant le cours. Je leur dis, vous laissez ça dehors. Mais, puisque je ne suis pas le seul à enseigner, ils ont d'autres enseignants qui, malheureusement, les règles n'interdisent pas d'utiliser les bouteilles en plastique dans la salle de cours. Mais ils laissent ça. Et ça devient un danger pour eux. Nous allons donc travailler avec l'université, moi-même étant professeur à la tête du pays. Et ici, je voudrais que les Congolais comprennent que c'est important de choisir le professeur ordinaire Terdongo que je suis, parce que le président sortant que nous allons faire sortir vous a fait comprendre récemment l'importance d'avoir un professeur ordinaire à la tête de l'État congolais. Lorsqu'il a appris que le professeur ordinaire Terdongo avait déposé la candidature, il est parti aussi à l'UNIKIN, où j'ai défendu ma thèse de doctorat avec la plus grande distinction
pour se faire remettre un doctorat pour l'honneur. Et on lui a fait porter les mêmes habits que moi, j'ai porté les jours où on m'a proclamé docteur, l'habit des professeurs ordinaires, ce qui ne se fait pas. Donc le président sortant, en portant cet habit de professeur ordinaire, docteur, professeur ordinaire, il a mobilisé beaucoup de gens, il a fait comprendre que c'est important que le pays soit dirigé par un homme qui a ce niveau d'instruction. Parce qu'en tant que président, il est allé chercher ça. Mais moi, je l'ai, après avoir travaillé pendant plusieurs années et avoir présenté et soutenu une thèse devant mes pairs, je suis devenu docteur et professeur ordinaire. Voilà. Donc, comme professeur ordinaire, je vais d'abord valoriser l'enseignement. Je vais valoriser l'enseignant depuis l'enseignant de l'école primaire, parce que si je suis ce que je suis, c'est grâce à ces messieurs qui m'ont appris A plus B. Je suis convaincu qu'ils sont tous morts, parce qu'en première primaire, j'avais monsieur Kabeya, en deuxième primaire, monsieur Kabongo, en troisième primaire, monsieur Kabeya, en quatrième primaire, monsieur Kal Jonathan. Et tous ces enseignants-là, je les reconnais à travers les autres enseignants. Moi, Yodongoy, je vais donner ces nobles, redonner ces lettres de noblesse à l'enseignant. L'enseignant est un érudit. L'enseignant, c'est une valeur essentielle. Et j'ai lu une anecdote selon laquelle Hitler a dit qu'il faut que les militaires, les anciens ne peuvent pas aller en guerre. Il les a cachés. Il a dit, si nous perdons la guerre, vous travaillerez avec la jeunesse pour lui enseigner comment sortir de la guerre et reconstruire le pays. Si nous gagnons la guerre, vous allez leur expliquer comment. On les a préservés. L'enseignant, c'est un patrimoine essentiel. Vous voulez détruire les nations, détruisez l'éducation. Et le pays est détruit parce qu'on a détruit l'éducation. Donc, sur la question de l'environnement, l'université, l'école secondaire, l'école primaire vont être mises à contribution pour la vulgarisation des règles relatives à l'environnement. Et évidemment, nous allons capitaliser les ressources environnementales essentielles que nous avons. 40%, je crois, si je ne m'abuse, du carbone mondial, c'est nous. Nous protégeons la couche de l'ozone, nous, Congolais. Eh bien, il faut que les pollueurs payent. Il faut que nous puissions voir qu'est-ce que nous pouvons obtenir. Nous avons, vous me donnez l'occasion de me dire et de dire au peuple congolais, mais nous avons tellement de ressources qu'il nous manque seulement qu'un homme de bien. Et je suis cet homme-là. Ne ratez pas cette occasion. Nous avons tantôt parlé de l'éducation. Quelle sera votre approche en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement des bases en RDC et quelles mesures spécifiques comptez-vous prendre pour améliorer le système éducatif du pays? Bon, la gratuité de l'enseignement est devenue un slogan creux, malheureusement, parce que mon fils est élève dans une école où je paye beaucoup d'argent pour le scolariser. Je vais travailler pour que le budget de l'État, parce que nous allons mettre la main sur les ressources qui sont en train de disparaître, nous allons donner un budget important. Je crois que, si je me trompe, Israël, par exemple, et d'autres pays ont donné beaucoup d'importance à l'éducation. Je crois, après le budget de la défense, c'est le budget de l'éducation. Et c'est ce que vous comptez faire aussi? Je vais le faire. Parce que vous pensez que c'est une nécessité? Absolument. Mais écoutez, si je parle comme ça, avec aisance comme je le fais, si je peux comprendre aussi aisément la problématique du changement de notre pays, c'est parce que j'ai étudié. Parce que j'ai pu étudier. La preuve, c'est que Mobutu s'est entouré de qui? Des professeurs. Monsieur Joseph Kabila s'est entouré de qui? Des professeurs. Son dernier directeur de cabinet, c'est un professeur. Je crois qu'il a eu 2 ou 3 directeurs de cabinet, professeurs. Mouilania, c'est mon collègue, professeur. Lumanu, que moi j'ai connu étudiant, il était chez des travaux, il a été son directeur de cabinet, c'était un professeur. Beya Sikou, c'est mon collègue professeur.
un homme que j'apprécie, qui est avocat aussi. Donc, Tshisekedi s'est entouré des professeurs d'université. La plupart des gens qui l'entourent sont des universitaires. Maintenant, cessons de mettre ceux qui ne le sont pas au pouvoir et qui vont chercher les universitaires. Au lieu qu'on aille chercher les universitaires pour venir entourer un président qui ne comprend pas grand-chose et à qui on doit expliquer les relations internationales, on doit lui expliquer comment il faut s'asseoir, comment il faut marcher, on doit lui expliquer l'ABC de l'économie, ben, on prend les professeurs que je suis, on me met là. Et de sorte que, quand les professeurs viendront m'entourer, ils trouveront leurs collègues, ils ne pourront pas me tromper, ils ne pourront pas m'induire en erreur. Le président Joseph Kabila, il a dit quoi? Il a dit, je ne trouve pas 15 hommes pour pouvoir faire ce que je dois faire. N'est-ce pas? Et le président Tshisekedi, il dit la justice détruit le pays. Mais parce que il a été entouré des professeurs qui lui ont donné des conseils pour prendre des décisions parfois arbitraires. Alors moi, j'ai l'avantage d'être ces professeurs doublés d'un enfant de Dieu. Vous voyez? Donc je n'aurais pas besoin d'aller chercher des pasteurs qui vont venir invoquer les seigneurs sur les pays. Parfois, ils invoquent un seigneur qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui qui est le fils du Père, qui est mort à la croix, qui a été enterré. Moi-même, j'invoquerai le Seigneur. Moi-même, je viendrai à la tête du pays au nom du Seigneur. Et la paix viendra sur le pays. Figurez-vous, madame, que je suis le 17e candidat. Vous savez que... Ça a une signification pour vous? Absolument. C'est le 17e jour que Dieu a fait descendre, a ouvert les vannes pour que l'eau détruise tout ce qu'il fallait détruire. Et c'est le 17e jour que l'arche s'est reposée sur la montagne. Le 17e jour, le Congo commencera la route de la paix. Alors, parlons aussi de la sécurité alimentaire. La République démocratique du Congo connaît la plus grande crise alimentaire au monde avec 26 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire selon le PAM. Quelles actions spécifiques vous prendrez ou vous mettrez en place pour améliorer cette situation au cours de 5 prochaines années? Il faut d'abord poser la problématique. L'insécurité est à regarder à 2 titres. Le contenu de ce qu'on mange, n'est-ce pas? D'abord, c'est quoi que l'on mange? Est-ce qu'on mange des choses qui sont propres à la consommation? La plupart des poissons qu'on mange viennent d'importation. La plupart des nourritures que consomment les Congolais, ça vient d'ailleurs. Et le contrôle pour assurer la sécurité de l'alimentation fait défaut. Nous devons renforcer le contrôle de ce que nous mangeons sur le plan du contenu. Comment renforcer Nous avons l'Office de contrôle, comment ça s'appelle encore? L'OCC. Mais malgré cette existence, le ministère du Commerce extérieur, c'est justement l'autorité des tutelles de l'OCC. Nous devons renforcer les mesures nécessaires au contrôle. Nous avons la douane qui fait aussi les contrôles. Nous avons tous les services qui doivent faire les contrôles, les services d'hygiène, etc. Nous allons renforcer les contrôles. Mais ensuite, il y a la quantité de nourriture. Il y a l'insécurité parce qu'on n'a pas assez de nourriture. Alors que le pays a du poisson, le pays a des fruits, le pays a une forêt qui a des aliments utiles à la consommation. Pourquoi on ne va pas valoriser l'agriculture? Je me suis toujours demandé, le ministère de l'Agriculture, il fait quoi? Il y a eu aussi le ministère de la Pêche. Je crois qu'il y a eu même pêche et élevage ici, dans ces pays. Mais ils ont fait quoi? Mais nous, sous mon administration... Il y en aura ou il y en aura absolument. Pas? On aura des unités de pêche, des unités d'agriculture. On va mettre tout cela parce que justement,
comme je l'ai dit avec au quelle départ, mission spécifique? mais la mission spécifique, c'est de donner la nourriture d'abord aux Congolais, ensuite de la mettre au service de nos voisins pour faire entrer l'argent, et aussi de ceux qui sont plus loin que ça. Nous allons travailler pour que nous soyons producteurs de ce que nous mangeons, et ensuite exportateurs de ce que nous mangeons. On importe même des kits ici chez nous. On importe tout. J'ai cherché le produit contre les souris, et on m'a présenté des produits venus du Kenya. On importe tout. Nous allons justement mettre fin à ça. Progressivement, ce ne sera pas en un jour. Mais alors, on va les faire. Un autre domaine, c'est l'énergie. L'accès à l'électricité est limité dans nombreuses régions de la République démocratique du Congo. Comment prévoyez-vous étendre l'accès à une énergie abordable et fiable tout en rassurant la transition énergétique durable? Et il faut donner les moyens à la SNEL. La SNEL vend. Le Congo, si vous voulez, vend de l'électricité à l'Afrique du Sud, je crois au Zimbabwe, à la Zambie, Congo-Brazzaville, déjà. Mais il n'y a pas d'industrialisation, il n'y a pas non plus de domestication. Il faut domestiquer cette immense source énergétique, en termes d'eau, en termes d'électricité, pour l'amener aussi dans les maisons des gens au moins de frais. Savez-vous que le système qui existe, le système des prépaiements, c'est une exploitation terrible des Congolais. Je vais y mettre fin. Je vais mettre fin à ces systèmes-là. Parce que moi, je me souviens... Et vous allez remplacer par quoi? Non, mais je vais progressivement. Je vais d'abord baisser les prix. Le prix que paye le Congolais qui a accès à l'électricité maintenant. Et je vais donner accès à l'électricité à tous les Congolais, au moins de frais. Nous allons chercher l'argent dans d'autres secteurs pour financer n'est-ce pas, les projets consistant à domestiquer l'électricité et l'eau, donner l'accès à l'eau et à l'électricité à tous les Congolais. Nous allons... Alors, la République démocratique du Congo possède des ressources naturelles telles que le lithium et les cobaltes essentiels pour la transition énergétique. Comment comptez-vous maximiser la valeur ajoutée de ces ressources pour développer les secteurs énergétiques ou de l'énergie propre en République démocratique du Congo de manière durable et responsable? Voilà, vous parlez de lithium aujourd'hui, mais il y a des variétés de ressources minérales qui existent au Congo, dont le monde a besoin, mais dont on ne parle pas, mais qui sont exploitées depuis longtemps. Le lithium est exploité depuis longtemps. Le coltan est exploité depuis longtemps, avant qu'on commence à en parler. Ce que j'ai dit, c'est que ces ressources-là sont à libérer d'abord et à gérer, de manière à ce que on donne des moyens qui permettent de fructifier ces ressources, de les diversifier, de les transformer. Il faut des usines de transformation, il faut des usines de fabrication. Le lithium, par exemple, c'est l'avenir, n'est-ce pas? C'est une ressource, comme on dit, verte, qui va donner au monde la possibilité de réduire la destruction de l'environnement. Mais il faut industrialiser cela. Il faut des usines de transformation. Nous allons travailler avec des investisseurs internationaux, mais aussi des investisseurs nationaux. Et nous allons surtout récupérer toutes nos ressources qui traînent ici et là. Moi, je vais vous dire, pour revenir à l'exemple du département de droit public, quand je suis arrivé, je trouvais là, je crois, on m'a dit qu'il y a 100 000 francs dans la caisse. Bon, ben, j'ai tout simplement demandé, lors de la mise de reprise, quels sont les actes qui sont autorisés pour un département afin d'obtenir de l'argent pour pouvoir faire fonctionner le département. Et j'ai créé ces sources de financement ou d'autofinancement parce qu'on dit que le département est autonome administrativement et financièrement. J'ai créé. Je vous dis, par exemple, savez-vous qu'il y a des ressources qui disparaissent au ministère de la Justice, dans les cours et tribunaux? Il y a de l'argent que l'on peut récupérer. Je disais à
un titulaire, non, il n'est pas titulaire, comment on les appelle, un greffier divisionnaire dans une de nos juridictions. Je lui dis, combien d'argent pensez-vous que ces greffiers amassent tous les jours? Et je lui ai dit, lorsque je serai président de la République, je vais prendre des mesures pour dire que le greffier, les procureurs et les juges qui entrent au palais de justice, en tout cas qui vont dans leur bureau, n'aient rien dans leur poche. Et à la sortie, ils n'ont rien dans leur poche. Et on va voir que les recettes administratives vont augmenter. Nous allons avoir de l'argent, nous allons avoir des ressources. Donc nous avons des ressources partout. Pas seulement les ressources minérales, mais nous avons d'autres sources de financement des activités de l'État. Voilà, pour terminer, face à la caméra, dites aux Congolais pourquoi ils doivent porter leur choix sur vous et quelles seront vos premières actions une fois élus. Vous avez aujourd'hui, avec votre carte d'électeur, le pouvoir de changer l'histoire. Si vous choisissez de maintenir celui qui est sortant, alors qu'il dit lui-même que pendant qu'il est là, le pays s'est détruit, vous aurez maintenu le pays dans la destruction. Si vous choisissez l'un de ces politiciens qui sont soit préparés par la communauté internationale, soit préparés par les moyens qu'ils ont pu s'approprier à notre détriment, vous allez vous tromper. Mais si vous choisissez Théodore Oboy, voici ce qui va se passer. Dès mon élection, la paix, la détente, un esprit de paix, un esprit du travail, un esprit du respect des règles va s'installer dans le pays. Et le respect des règles, c'est ce qu'on appelle la justice. Et la justice va nous permettre de récupérer tout l'argent qui disparaît sous forme de corruption, sous forme de dépenses de l'État non contrôlées. Nous allons mettre cet argent à votre service, sous forme d'emploi, sous forme de salaire, sous forme de routes, sous forme d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, d'accès aux soins de santé, d'accès à un logement décent. Et nous allons reconstruire notre pays. Donc, c'est avec le numéro 17 qui vous parle que cela est possible. Parce que Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Un candidat, un projet, ce numéro d'Objectif 2023 Dernier Virage est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.